Le secret professionnel de l'avocat est un droit fondamental pour nos clients. Effectivement, pour nous avocats, le secret professionnel n'est pas un bouclier destiné à nous protéger, mais bien une obligation, un engagement et une nécessité, un sacerdoce. Totalement indissociable de notre indépendance, ce secret fait de nous les confidents nécessaires de nos clients. Nous devons offrir la garantie à ceux qui font appel à nous parce que nous sommes avocats, que ce qu'ils nous confient dans le secret de la consultation ne sera pas divulgué. La confiance que les personnes placent en nous quand elles nous demandent de l'aide est une condition sine qua non. Il s'agit de l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique. J'ose dire que ce secret fait partie de la liberté individuelle de chacun. Le lien de confiance qui en résulte a donc pour fondement l'intérêt général, l'une des garanties d'une société démocratique dans un état de droit. Le secret fait partie intégrante de l'identité des avocats et nous sommes convaincus qu'il doit être l'égal de celui du prêtre ou du médecin. Mais ne soyons pas naïfs, le secret professionnel ne constitue pas un sanctuaire inviolable face aux impératifs considérés comme supérieurs de l'ordre public. Et nous craignons, collectivement, une dévalorisation de notre secret du fait de certaines évolutions jurisprudentielles inquiétantes, ainsi que des textes de loi qui grignotent le spectre de notre secret. Au départ, le gouvernement, porté par l'un de nos confrères, Éric Dupond-Moretti pour ne pas le citer, souhaitait renforcer le secret professionnel de la défense. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'initialement, le texte de Dupond proposait de mieux garantir le secret professionnel de la défense, si je puis dire. En première lecture, les députés ont, à l'unanimité, étendu cette garantie aux activités de conseil des avocats, sans que le garde des Sceaux n'y voie de difficulté, ce qui était très bien. Cela a entraîné un tollé, évidemment, du côté du PNF et de Bercy, inquiet pour le travail des enquêteurs en matière de fraude fiscale, comme s'il n'y avait que les consultations d'avocats pour enquêter, c'est sûr que les enquêtes seront plus simples. Donc le Sénat a exclu du champ d'application du secret professionnel du conseil, donc pas de la défense, soyons clairs, les délits de fraude fiscale, de corruption et de trafic d'influence en France comme à l'étranger, ainsi que le blanchiment de ces délits. À la fin, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a inscrit dans le Code de procédure pénale le secret professionnel de la défense et du conseil, même si en réalité, seule la défense paraît renforcée, puisque le secret du conseil cède devant les impératifs de lutte contre la délinquance économique et financière. Ce qui me semble naturellement tout à fait contestable. La distinction opérée entre ces deux secrets est parfaitement artificielle, parce que les avocats ne réfléchissent pas ainsi. L'apport principal de la réforme réside en réalité dans la création d'un article 56.1.2 du Code de procédure pénale, selon lequel le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions de fraude fiscale, trafic d'influence, corruption, financement du terrorisme, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. Avant cela, malgré la rédaction de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit qu'en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation, elle juge depuis longtemps que ce secret n'empêche pas la saisie de correspondances d'avocats si elle ne relève pas de l'exercice des droits de la défense. En réalité, c'est cette lecture-là qui a été inscrite dans le Code de procédure pénale par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire de 2021. La chambre criminelle a récemment réaffirmé sa position dans un arrêt extrêmement sévère du 24 septembre 2024 à propos d'opérations de visite et de saisie en droit de la concurrence. Cette solution est évidemment préoccupante pour les avocats et elle questionne sur notre approche de l'état de droit. Une lueur d'espoir néanmoins, avec une décision récente de la CJUE qui a été saisie sur question préjudicielle par des avocats luxembourgeois qui a considéré que les activités de conseil de l'avocat, quel que soit le domaine sur lequel elles portent, bénéficient de la même confidentialité que les activités de défense. La Cour de justice a considéré qu'une injonction de communiquer des informations sur ces activités constituait une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garantie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Contrairement à la jurisprudence française, la CJUE considère donc que toutes les activités de l'avocat doivent être protégées, même en matière fiscale. La Charte des droits fondamentaux n'est pas d'application directe, mais la disposition de la Charte dont s'est prévalue la CJUE est identique à celle de la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, est d'application directe en droit interne. On attend donc de voir si la chambre criminelle va maintenir sa position actuelle ou non.